Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire et merci à tous d'être présents. Nous allons essayer de voir tous ensemble aujourd'hui comment nous allons pouvoir retourner sereinement dans nos cabinets après cette période si particulière que nous sommes tous en train de vivre. Alors pour revenir sereinement, on va essayer de voir ensemble plusieurs parties dans ce document et dans cette conférence. On verra d'abord le parcours du patient. On verra ensuite la protection du personnel médical, la gestion de l'entretien du cabinet. On verra comment on va pouvoir rassurer à la fois nos équipes et nos patients. Et on finira par voir quels sont les différents espoirs possibles sur tous ces sujets abordés. Évidemment, en aucun cas, ce travail ne vient se substituer aux recommandations qui vont être faites par le Conseil national de l'ordre ou par les différentes autorités. Ce travail, il a été le fruit de de différentes personnes, une assemblée de chirurgiens dentistes, d'omnipraticiens, d'implantologues venus de province, de Paris, de pédodontistes, d'assistantes, de spécialistes en bactériologie, d'auditeurs d'organismes notifiés. Ce sont autant de gens qui ont travaillé main dans la main pour essayer de faire un guide de conseil qui soit le plus reproductible et qui puisse aider l'ensemble de notre profession. Aussi, aujourd'hui, on va avoir la chance de pouvoir faire cette conférence avec de nombreux confrères. On va avoir le docteur Quentin Lechuga, le docteur Jean-Luc Pinloche, le docteur Jean-Pierre Bourlon, le docteur Bertrand Rousselet, le docteur Nicolas Delorme, le docteur Lutfi Cachou, moi-même. Et pour commencer, nous allons avoir l'honneur d'accueillir le docteur Patrick Missika et le docteur Patrick Simonet, à qui je laisse la parole. Bien, bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir, on est plus de 440 à l'heure actuelle. Bonjour à tous, le but essentiel de ce séminaire, c'est de donner des conseils pratiques et de faciliter le retour à nos cabinets. Et en préambule, tous les orateurs souhaitent bien préciser que nous ne souhaitons pas nous substituer au Conseil national de l'ordre, au ministère de la Santé, mais effectivement, à l'initiative de Jacques Bessade, j'ai, dans un premier temps, avec un certain nombre d'amis, créé un groupe de travail et on a réfléchi à la manière dont on pourrait reprendre notre activité de façon sereine. Lorsque j'ai été contacté par Philippe Véran et par Olivia, qui avait déjà de son côté un groupe de travail, j'ai élargi ce groupe de travail pour lui donner du poids avec des universitaires, des libéraux, que je voudrais citer parce que ça fait à peu près 2 semaines que l'on travaille sur ce sujet. Jacques Bessade, Philippe Monsénégo, Chantal Finolin, Joël Ittic, Patrick Limbourg, Patrick Zbraya, Guillaume Drouet, Corinne Touboul, Corinne Alam et Anne Benamou, que je tiens à remercier car nous ne sommes ici que leur porte-parole. Nous avons un deuxième groupe de travail qui a travaillé autour d'Olivia de façon très puissante également, et je voulais saluer mon collègue en particulier, le professeur Cachou et Pierre Keller, que je connais de longue date, et bien sûr tous les autres. Bien, voilà pour l'introduction, venons-en à l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous allons être confrontés à un défi de rouvrir nos cabinets le 11 mai ou le 12 mai. Cependant, est-ce que nous sommes le seul pays du monde à avoir fermé le cabinet? Est-ce que des pays ont déjà rouvert leur cabinet? Est-ce que des confrères peuvent travailler, Olivia? Micro, Olivia, micro. Il faut activer le micro, Olivia. Pardon. Nous sommes en effet les seuls en Europe, à savoir la France, l'Angleterre et l'Écosse, à avoir dû complètement fermer nos cabinets. Et aujourd'hui, il y a… Ça a recoupé à nouveau, Olivia. Ton micro est recoupé à nouveau. repris de nombreux pays aujourd'hui. Il faut savoir que nos collègues suisses ont repris ce matin. Puis dans tous les pays que vous voyez ici, le travail a déjà repris.
Bien, donc nous allons reprendre, comme l'a précisé Serge Fournier, le président du Conseil national de l'ordre, mais on va être confronté donc à un défi de protéger nos patients en premier lieu, notre personnel et bien sûr nous-mêmes. Nous avons les moyens de travailler puisque nous sommes une profession qui a déjà surmonté beaucoup d'infections et de virus. Et comme vous le savez tous, cette contamination peut être soit une contamination directe par l'air ou par les surfaces, en pensant qu'une contamination très très importante est liée aux mains et en particulier lorsque l'on remet en place ou lorsqu'on touche notre masque, il faut faire extrêmement attention. En particulier, je ferai un petit aparté sur les masques FFP2 qui sont particulièrement inconfortables, dont on parlera un peu plus tard dans la conférence, et qui, à eux seuls, peuvent générer des contaminations. Donc, beaucoup de gens font une fixation sur ce problème des masques FFP2, et en fait, eh bien, peut-être que ça n'est pas la bonne réponse, vous aurez la bonne réponse un peu plus tard. Ensuite, vous avez le risque de contamination croisée de patient à patient, et ça, c'est quand même encore plus embêtant, donc il faudra faire très attention. Voyons quel est le parcours de protection du patient. Alors, je vais prendre le relais. Bonjour à tous. En fait, je crois qu'il faut considérer que chaque patient est porteur et peut transmettre le virus. On se retrouve un peu dans une situation analogue qui a 25 ou 30 années avec le sida, où il a fallu prendre des protections maximales et qui sont rentrées finalement dans notre activité journalière. Je pense que parmi les professions, nous sommes celles qui ont pris conscience le plus rapidement qu'il était nécessaire d'avoir des protections pour se protéger soi-même, bien sûr, et surtout, et aussi les patients. Alors, évidemment, on a essayé de faire une conférence qui soit relativement exhaustive, sans pour cela être anxiogène. Et évidemment, chacun va adapter nos conseils, qui ne sont pas des recommandations, bien évidemment, qui ne sont que des conseils, en fonction de la spécificité d'activité de son cabinet, en fonction du nombre de patients qu'il voit, en fonction du volume d'occupation du cabinet, les cabinets de groupe, les cabinets qui sont plus solitaires, et aussi du nombre de personnel que l'on a présent dans le cabinet. Alors, il ne faut pas se leurrer, il va falloir passer plus de temps avec chacun de nos patients. Et donc, c'est un a priori évident qu'il va falloir rallonger et espacer les rendez-vous. Et peut-être qu'il faut en amont, avec votre secrétaire, votre assistante ou avec la personne qui s'occupe de la communication téléphonique, c'est d'essayer de voir les patients qui sont peut-être les plus âgés, les plus fragiles, de manière à leur dévouer un créneau horaire qui soit bien particulier. Peut-être en fin de journée, en matinée, réserver ces moments privilégiés à des patients plus susceptibles d'être atteints, comme les patients qui sont plus ou moins âgés, au-delà de X années. Alors, appeler les patients la veille, bien évidemment, faire un questionnaire téléphonique ou par email. Il y a quelques questions qu'il faut poser. C'est est-ce que vous avez été en contact avec un patient ou, pardon, avec une personne qui a été malade, êtes-vous vous-même malade? Est-ce que vous avez de la température? Bref, des questions de bon sens. On les posera d'ailleurs, on les aura, je crois, sur le site. Vous les aurez directement sur ce programme. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette demande d'information orale est suffisante? Et je pense à titre personnel que du point de vue médico-légal, puisque c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, Patrick et Missika et moi-même, pour tout ce qui est expertise judiciaire et autres, c'est qu'il faut quand même, à un moment donné, peut-être prouver que vous avez posé les bonnes questions à votre patient, parce que si jamais, pour une raison ou pour une autre, votre responsabilité est recherchée, il faut toujours avoir des documents, les paroles ne suffisent pas. Donc, vous avez le choix, soit effectivement de poser les questions orales en amont, mais aussi peut-être lorsque le patient va arriver dans le cabinet, de lui faire remplir un tout petit questionnaire très récapitulatif. Suivante. Alors, si le rendez-vous est confirmé, bien sûr, il y a des gestuels qui sont habituels. Alors, il faut éviter qu'il y ait beaucoup de patients dans le cabinet. Et on parlait ce matin avec un de nos confrères qui est en province et qui a un parking, et lui nous disait que si les patients arrivent avant l'heure, ils attendront dans leur voiture avant de rentrer dans le cabinet. Et je pense que c'est une excellente chose, c'est d'éviter le croisement. Moins on aura de patients dans le cabinet qui vont se croiser, moins potentiellement on a un risque qu'il y ait un souci de transmission. Alors,
Le rappel à l'ordre, entre guillemets, pour les patients avant qu'ils arrivent, c'est de se laver les mains avant de venir. Vous pouvez lire tout ça, porter un masque. Il va être vendu des masques dits grand public dans les pharmacies dans les jours qui viennent si ce n'est pas déjà fait. Et toujours dans l'optique de réduire le nombre de personnes présentes dans le cabinet, c'est de ne pas venir accompagner. Alors évidemment, il y a des exceptions dans les cabinets de dentisterie pédiatrique ou pour les confrères qui soignent les enfants. Bien évidemment, les enfants vont être obligés de venir avec un parent, mais avec un parent et pas avec toute la famille, les frères, les sœurs, les cousins germains et les tantes et les grands-oncles, bien évidemment. Les prévenir aussi qu'il va y avoir un protocole d'hygiène qui va être particulier. Alors, pourquoi les prévenir? C'est tout simplement, je pense, parce qu'ils attendent de nous une protection maximale. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir un problème qui va être majeur, c'est le problème de confiance. Il faut que les patients, quand ils viennent dans nos cabinets, aient la confiance qu'ils sont soignés selon des conditions sanitaires qui sont optimales. On peut profiter aussi de ces appels pour demander s'il y a des allergies et il faut aussi mettre à jour le questionnaire médical régulièrement, même en cas de non-crise de Covid. Alors, pour ce qui est du cabinet, il faut s'adapter. Et cette adaptation va passer par un peu de matériel et du bon sens. Le matériel, vous avez tous vu dans les Franprix quand vous avez fait vos courses, et le grand moment du confinement pour chacun d'entre nous, c'était d'aller faire les courses au Franprix, au Monoprix, chose qu'on ne faisait pas toujours. Et ce grand moment nous montrait dans les Franprix, dans les Monoprix, que les caissières avaient des protections, avaient un hygiaphone. Et je pense qu'un morceau de plastique, qui soit industrialisé ou qui soit plastifié avec une protection en plastique amovible, ça me semble aujourd'hui nécessaire. Rassurer les patients, mais aussi on a un personnel qu'il faut rassurer et protéger. Le gel à l'entrée, distributeur, vous posez un distributeur sur un trépied ou éventuellement une petite bonbonne de gel que vous proposez au patient. L'avantage du distributeur, c'est que le patient se sert lui-même. Alors que si vous avez la petite bonbonne distributrice, il faut éviter que ce soit le patient qui se serve, c'est vous, l'assistante ou la personne qui réceptionne à la porte d'entrée, qui va mettre quelques gouttes de gel. Épurer le salle d'attente, bien évidemment, il faut supprimer des places pour s'asseoir, pour respecter ce qu'on appelle cette distanciation sociale, enlever tous les magazines, bref, épurer notre salle d'attente. Et éviter, autant que faire se peut, que les patients restent trop longtemps dans les salles d'attente. Épurer, à l'évidence, nos cabinets. Si le patient arrive qui n'a pas de masque, bien qu'on lui ait dit au départ « venez avec un masque », il faut qu'il y ait bien sûr un masque qui lui soit transmis, qui lui soit donné. La climatisation, c'est un grand débat. Aujourd'hui, a priori, il est préférable. C'est un principe de précaution, même si ça n'a pas été démontré, qu'il faut éviter d'avoir une climatisation qui soit en cours. Et si on a une clim avec un filtre bactériologique, c'est le mieux. Juste pour un petit rappel anecdotique, lorsque il y a eu des études qui ont été faites sur ce fameux bateau de croisière, le Diamond Princess, eh bien, ils ont bien évidemment vu qu'il y avait une transmission du virus, mais ils n'ont pas pu prouver que cette transmission était due à l'air qui était climatisé dans l'ensemble du bateau, mais c'était peut-être plus parce qu'il y avait des patients qui étaient contaminés. Diapositive suivante. Merci, ça a été Patrick Simonet. Donc, vous allez avoir mis à votre disposition des affichettes pour prévenir les patients, en particulier quand ils arrivent au cabinet dans le devoir d'information. Et effectivement, vous connaissez tous ces gestes barrières que l'on voit régulièrement à la télévision. Le plus important me paraît que les patients puissent éventuellement se laver les mains à la condition que la pièce ne soit pas au fond de votre cabinet. Il faut éviter effectivement que les patients aillent à une quinzaine de mètres. Sinon, c'est mieux de leur faire mettre du gel hydroalcoolique. Voilà, donc se saluer sans serrer les mains, je crois qu'on a pris tous l'habitude aujourd'hui, et éviter d'embrasser même les patients qu'on connaît depuis longtemps.
Donc, on est sur la bonne diapo. Non, là, il y a trois diapos qui sont passés un peu trop vite, Livia. Si on peut revenir à celle, voilà, très bien. Donc, la protection, quand le patient arrive au cabinet. Donc, éviter, bien sûr, les contacts physiques. Si l'on souhaite, c'est une option, prendre la température du patient avec un thermomètre frontal. Je pense que c'est bien, ça montre qu'on prend des précautions. Ceci étant, on peut considérer que c'est une option parce qu'un patient qui aurait 39,5, je ne pense pas qu'il prenne rendez-vous pour aller se faire soigner dans un cabinet. Inviter le patient à se désinfecter avec gel hydroalcoolique, ça, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Faire déposer les affaires dans un endroit dédié, soit un porte-manteau, soit un bac. Et très important aussi, lui demander de ranger son téléphone portable et de ne plus le toucher, parce que ça ne sert à rien de lui mettre du gel hydroalcoolique si c'est ensuite il pianote pour regarder ses messages et ses mails. Et l'inviter à mettre un masque non chirurgical s'il n'en portait pas. Bien sûr, si vous le mettez en salle d'attente, si vous l'accompagnez directement au cabinet, on peut se dispenser de cette étape. Port éventuellement de surblouse. On a beaucoup discuté avec le groupe de travail sur le port des surblouses et des surchaussures. Au départ, c'était une option que nous avions retenue et finalement que nous ne retenons pas de façon obligatoire après l'intervention pertinente de Guillaume Drouet, qui est le spécialiste dans mon service d'hygiène et d'asepsie. Parce qu'effectivement, Guillaume nous a démontré que si vous-même vous rentrez dans votre cabinet avec vos chaussures le matin et votre assistante également, le sol est déjà pollué, donc ça ne sert à rien de faire mettre des surchaussures à un patient parce qu'il va marcher sur un sol pollué. Par contre, si votre cabinet est équipé pour qu'on puisse mettre des surchaussures d'emblée, eh bien, c'est une option que l'on peut garder. En gardant à l'esprit, bien sûr, que surchaussures et surblouse, ça entraîne un surcoût non négligeable. Donc, amener directement le patient en salle de soins, c'est l'option que nous préconisons, mais c'est sûr que c'est plus compliqué à faire lorsque ce sont des cabinets de groupe ou des cabinets d'orthodontie où le flux de patients va être plus important. Gérer les flux de patients afin d'éviter que deux patients ne se croisent, que plusieurs patients ne se croisent. Je crois que même dans les cabinets très bien organisés et même les cabinets qui ont une grosse surface d'activité, il y aura quand même un problème qui va se poser au niveau du secrétariat, car lorsqu'il y a 5 ou 6 praticiens, il n'y a malheureusement pas 5 ou 6 secrétaires. Donc, il faut faire attention à ce lieu stratégique qui sera le secrétariat. Ensuite, demander aux patients de se joindre les mains pour éviter qu'ils touchent les portes, les murs, etc. Faire enlever le masque au patient directement si on lui a mis un masque ou s'il est arrivé avec son masque et lui faire un bain-bouche avec de la povidone iodée, donc la bétadine verte, qui, comme le dit Jacques Bessade depuis longtemps, sera diluée à 1 pour 1, c'est-à-dire une dose d'eau pour une dose de produit. C'est aujourd'hui le produit le plus efficace de désinfection et antivirus. Après les soins, eh bien, le patient remettra son masque ou on lui offrira un masque neuf si vous n'avez pas de pénurie de masques. Il pourra récupérer ses affaires qui ont été laissées à l'entrée du cabinet et il va procéder au paiement et bien sûr à distance de la borne d'accueil et si possible par un système de carte bleue de préférence qui est la solution la plus propre. Un petit point, mais que tout le monde connaît, c'est le focus sur l'utilisation ou la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Je ne vais pas vous lire ce document, vous le connaissez tous. Il est fortement déconseillé de prescrire des AINS en ce moment. Donc, voilà, vous allez prescrire plutôt du paracétamol ou du paracétamol codéiné, mais les AINS sont à proscrire et non pas à prescrire. Est-ce que je peux rajouter juste un tout petit point, Livia, que j'ai oublié à propos de la clim? Bon, oui, évidemment, voilà, juste tout le monde n'a pas la clim. En fait, l'objectif, c'est surtout d'aérer le cabinet. Quand on n'a pas de clim ou qu'on ne veut pas la mettre, il faut entre les patients aérer et pendant 5-10 minutes, si possible, au grand air frais. Pour ceux qui sont dans des pays chauds et dans les DOM ou ceux qui sont dans le sud de la France, évidemment, la clim devient un peu indispensable. Si on veut éviter d'utiliser la clim pendant les soins, à ce moment-là, on va mettre la clim entre deux patients pendant le moment où, au lieu d'aérer, on va désinfecter le cabinet, nettoyer. Voilà.
Alors, avant de passer à la partie sur la protection du personnel, je pense que Dr Fatou peut déjà voir s'il y a des premières questions sur cette partie-là pour Dr Missika et Dr Sika. Tout à fait, Olivia. Il y a pas mal de questions. S'il vous plaît, juste posez vos questions dans la partie Q et R et non pas dans la partie conversée, parce que ces questions disparaissent parmi les différents commentaires, on ne peut pas les suivre. Tandis que dans questions et réponses, on peut les suivre. Première question, docteur Stéphanie Rocher. Remplir une question de papier est-il judicieux? De remplir les papiers, oui. Parce Un questionnaire papier et non pas peut-être informatique ou iPad. Un papier ne pose pas de problème à la condition que vous désinfectiez le stylo ou mieux que vous ayez des stylos publicitaires à usage unique. Je crois que de toute façon, on ne va pas voir, comme l'a dit Patrick Simonet, on ne va pas voir un très grand nombre de patients et que si vous devez faire signer des documents, eh bien, on peut tout à fait le faire signer par cette méthode. De plus, l'arrivée du Covid ne dispense pas des autres règles, par exemple, d'établir des devis. Et donc, à un moment ou à un autre, vous serez bien obligé de faire signer des documents. Tout à fait. Tout à fait. Une remarque qui peut être intéressante, docteur Stéphane de Crozal, qui recommanderait aussi de demander aux patients, dans la mesure du possible, d'aller aux toilettes avant de venir au rendez-vous, parce que les toilettes sont des zones difficiles à maîtriser. Qu'en pensez-vous de ces petits espaces Alors, c'est tout à fait judicieux comme remarque. Ceci étant, si vous avez des rendez-vous longs, si vous avez des patients âgés, si vous avez des patients qui ont des problèmes de prostate, eh bien, un patient qui va vous demander d'aller aux toilettes, vous ne pouvez pas lui dire non, n'allez pas aux toilettes. Bien sûr. Il faut limiter, bien entendu, mais on ne peut pas interdire, et je crois que c'est un peu l'objectif de ce séminaire, c'est de faciliter les choses et de ne pas prendre des décisions qui sont inapplicables. Très bien. Docteur Michel Arnaud, les dispositions pour les masques usagés, j'imagine le patient qui arrive avec son masque, quoi faire? Comment? Alors, s'il arrive avec un masque grand public, il va le garder, il va le poser sur une surface propre, il va le récupérer à la fin de la séance. Pareil, il faut qu'il l'enlève par les élastiques sans toucher la partie du masque. S'ils sont des masques jetables, on va avoir des poubelles dédiées et effectivement, on va se poser aussi le problème de cet amoncellement de dispositifs que l'on va jeter en fin de journée. Donc, je crois que c'est un problème dont on va reparler, mais qui n'est pas résolu à l'heure où on se parle. Très bien. Docteur Patrick Feldstein, si température, donc à l'arrivée du cabinet, est-ce qu'on renvoie les patients? Alors ça, c'est toujours un problème d'éthique. Si vous avez un patient qui souffre et qui a 38 ou 38,5 et qu'il a une cellulite, eh bien, vous n'allez pas lui dire de rentrer chez lui. Donc, eh bien, on va appliquer le protocole. Je crois que l'idée, c'est quand même, quand on a eu les patients atteints du VIH, c'est qu'on a pris un protocole qui était un protocole général, comme si tous les patients étaient atteints de VIH. Donc là, notre protocole, c'est un protocole de sécurité. Je pense que le fait de prendre la température, c'est une barrière pour nous et ça nous permet aussi effectivement d'identifier des patients qui seraient plus à risque et sur lesquels on prendra encore plus de précautions, par exemple, de ne pas faire du tout d'aérosolisation, de ne pas utiliser du tout la turbine, de ne pas utiliser du tout les ultrasons. Très bien. Il y a beaucoup de questions sur la bétadine. Est-ce qu'il y a des alternatives? C'est très tâchant. Est-ce que c'est Alors, ce n'est pas le produit idéal qu'on recommanderait en premier lieu, mais c'est le produit le plus efficace. Après, on peut toujours… Quelle alternative, Patrick? La seule alternative, mais qui est beaucoup moins efficace, c'est de faire un bain de bouche avec de la chlorhexidine. Et ça n'est qu'un choix B, c'est un plan B. OK. Et où cracher? On demande où cracher, j'imagine que c'était dans le gobelet même. Oui. La difficulté, non, juste pour compléter, une des difficultés par contre avec le rinçage des patients, c'est quand vous avez affaire à un patient adulte, ça ne pose aucun problème, mais si vous soignez des enfants, les jeunes enfants ne savent pas faire des gargarismes, ne savent pas souvent recracher. Donc là, c'est un vrai souci aussi. On va faire un badigeonnage, je pense. Faire un badigeonnage. Justement, c'était une question, justement, donc pas de bétadine en gargarine. Okay. C'est de la bétadine verte, docteur Catry, à 10%. Écoutez, cuite de filtre à air bactériologique, on va en parler après. Écoutez, je vous laisse reprendre la présentation. Il y a beaucoup de questions. Désolé, on ne peut pas répondre à toutes les questions, donc on va essayer. On les reprendra en fin de course, Jalal.
Très bien, Patrick, merci. Alors là, on va passer la parole à Dr Jean-Pierre Bourlon qui va nous parler de la protection du personnel médical. Jean-Pierre, à toi, s'il te plaît. Merci, Jalal. Bonjour à tous. Donc, après avoir vu la protection donc, des patients par Patrick Bissica et Patrick Simonet, nous allons nous appliquer à voir les mesures que nous devons appliquer donc, pour la protection de notre personnel médical et de nous-mêmes. Donc certaines, vous allez voir, c'est un petit peu des mesures que nous adoptons déjà depuis des années dans notre cabinet pour ceux qui font de la chirurgie notamment, mais qu'on va un petit peu généraliser et compléter. Et d'autres mesures, ce sont des mesures dont on entend malheureusement parler beaucoup depuis quelques semaines. Donc effectivement, la première de ces mesures avec notre personnel, encore une fois, non, il n'y a pas encore de patients, c'est avant l'arrivée des patients, c'est de respecter la distanciation sociale, donc le respect entre les différentes personnes qui travaillent au sein de votre cabinet, une distance minimale d'1 mètre, et pour éviter donc tout croisement, surtout si ces personnes prennent les transports en commun ou ont des contacts chez eux. Il faut, par sécurité, donc respecter cette distanciation sociale dont on entend parler depuis, encore une fois, des semaines. Se laver les mains, bien évidemment, dès qu'on arrive au cabinet. Et pourquoi pas éventuellement aussi mettre des surchaussures, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, si on les fait porter aux patients, donc il faut être logique dès le départ pour nous-mêmes. Bon, bien sûr, ne pas se serrer la main et embrasser ses collègues si vous le faisiez préalablement. Vérifier la température du personnel, ça peut être rassurant pour un personnel un petit peu stressé ou même pour vous-même. Donc, puisqu'on l'envisagera pour le patient, pourquoi pas l'envisager d'abord sur les personnes soignantes pour rassurer un petit peu tout le monde. S'attacher les cheveux, donc c'est essentiellement pour nos consoeurs, mais malheureusement en ce moment c'est aussi peut-être pour nous-mêmes, vu qu'on n'a plus besoin, plus une possibilité d'aller chez le coiffeur, donc peut-être qu'on aura tous à s'attacher les cheveux d'ici là, mais bon, d'ici là nos chers coiffeurs auront repris leur activité, fort heureusement pour eux. Se raser, alors c'est sûr que c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation parce qu'il a été prouvé que les masques sont beaucoup moins étanches, surtout les FFP2 lorsque la barbe est présente. Tout dépend aussi du volume de cette barbe, mais effectivement, il est recommandé, dans la mesure du possible, de se raser pour avoir une meilleure efficacité de cette protection. Enlever tous les bijoux, montres, bagues, bracelets, etc., de façon à éviter toute zone de rétention et de Covid, et éventuellement aussi pour pouvoir bien se nettoyer les mains, parce que non seulement les mains doivent être nettoyées, mais également un tout petit peu l'avant-bras, idéalement. Et donc, il faut laisser bien sûr tous ces effets personnels dans des zones de pause et non pas dans les salles de soins, bien évidemment, voire dans le bureau. Il faut mieux éviter. Porter, pour ceux qui ne le faisaient pas déjà, une tenue de travail, c'est-à-dire que idéalement, même avant cet épisode fâcheux que nous vivons actuellement, il était recommandé donc de ne pas avoir les mêmes tenues à l'extérieur du cabinet que dans son cabinet, c'est-à-dire qu'on retirait toute sa tenue de ville et on s'habillait avec blouse, pantalon et chaussures qui ne sortaient pas donc, du cabinet. Donc ça, c'était déjà une mesure que la plupart des praticiens adoptaient déjà. La seule chose qu'on pourra rajouter, effectivement, c'est un masque. Dans un premier temps, qui peut être que chirurgical, c'est largement suffisant, et un calot pour protéger donc, les cheveux, et les cheveux attachés pour ceux qui ont les cheveux un petit peu plus longs. Et donc ensuite, il va falloir définir, toujours avant l'arrivée des patients, donc là nous sommes tous entre praticiens, assistantes, prothésistes éventuellement ou collaborateurs, trices et associés. Donc là, disons, les fonctions de chaque personne qu'on va faire dans la journée ou dans la semaine, de façon à ce que les tâches soient bien définies avant l'arrivée des patients, encore une fois. Ensuite, une fois qu'on a donc tout checké, si je puis me permettre cet anglicisme, avant l'arrivée des patients, on va faire donc rentrer notre patient en salle de soins. Mais avant de le faire rentrer donc en salle de soins, donc directement depuis l'accueil où il a été habillé, il faut que l'on se mette d'accord sur l'ensemble du matériel nécessaire pour l'acte qui est prévu.
un scellement, une empreinte, un composite, etc., de façon à éviter, autant que faire se peut, d'ouvrir les tiroirs ou d'en ouvrir un minimum si possible. Alors, si c'est une simple consultation, éventuellement, une première consultation ou un contrôle, des poses de fil ou changement de gouttière orthodontique ou autre, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir l'assistante, c'est même pas forcément indispensable qu'elle soit avec nous. Si c'est un soin, bien évidemment, comme je le disais, on essaie de préparer au maximum le matériel à l'avance. Alors, ceux qui travaillent avec des cassettes ont déjà l'habitude, puisqu'ils sortent les cassettes et tout est réglé d'emblée. Ceux qui ne le font pas, il faudra essayer de penser à faire une petite liste à chaque acte pour que l'assistante vous prépare le matériel pour minimiser les ouvertures de tiroirs. Si c'est un acte chirurgical, comme je le disais, ça ne change pas par rapport à nos habitudes au préalable, c'est-à-dire qu'on avait déjà tout l'équipement nécessaire pour le patient et pour nous-mêmes. Donc, il suffit de continuer les procédures habituelles. Bien évidemment, avant, même si on l'a fait à l'arrivée du cabinet, il va falloir se relaver les mains et se redésinfecter les mains de manière obligatoire pour le personnel soignant, assistant, praticien, de manière systématique avant chaque patient et avant, bien évidemment, de se ganter. Le complément donc, de la tenue, qui je vous rappelle, est une tenue de travail, non pas une tenue de ville. Dès qu'on rentre dans la salle de soins, il va falloir mettre une surblouse, une combinaison, on va voir après éventuellement ce que l'on appelle combinaison, un masque chirurgical, voire 2 masques, on peut mettre un masque l'un par-dessus l'autre, une visière, des gants bien évidemment, un calot ou une charlotte, et éventuellement des surchaussures. Patrick en a parlé tout à l'heure, de l'intérêt éventuel de les avoir ou pas. Éventuellement un masque FFP2, vous verrez par la suite, avec le prochain intervenant, l'intérêt et l'indication du masque FFP2, parce que travailler toute une journée avec les masques FFP2, ça peut poser problème, parce que ce n'est pas des masques où il est facile de passer une journée entière, même en les changeant, toute la journée, c'est assez suffocant. Alors, pour ce qui est donc du matériel, qu'on va voir dans la diapositive suivante, voilà. Alors, les surblouses. Pierre, je peux dire juste un mot. Ah, on t'entend pas, Patrick. Attends, je vais brancher mon micro. C'est bon. Je voudrais juste dire un mot. C'est bon, Patrick, c'est bon. En cas de pénurie de surblouses, si on travaille par exemple avec des casaques en tissu, eh bien, on peut tout à fait travailler et changer de casaque et faire un lavage de ces casaques le soir. Et on abordera peut-être un peu plus tard avec Olivia l'intérêt de l'acide hypochloreux pour désinfecter les tissus. Donc, il y a des solutions alternatives, en particulier pour le problème des surblouses pour les praticiens. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout le monde ne va pas avoir des centaines et des centaines de surblouses. Oui, merci Patrick. Effectivement, on va le voir dans le diapositive actuel, c'est qu'effectivement, ces surblouses posent des problèmes aussi. D'abord, il y a un problème de coût, parce que si on met une surblouse à chaque patient et nous-mêmes, et si on les change régulièrement, voire à chaque patient aussi, ça pose un problème de coût. Un problème de déchets, parce que le volume va être très conséquent, donc ça va poser un problème de stockage dans un premier temps et de déchets dans un deuxième temps. Et également, et c'est là le plus gros problème actuel, c'est l'approvisionnement. C'est l'approvisionnement parce qu'il y a une pénurie un peu mondiale de ces surblouses, et donc il est très difficile de s'en procurer, et du coup, c'est aussi la limite de la surblouse. Comme Patrick l'a dit, effectivement, l'alternative, c'est la blouse en tissu lavable. Le problème, c'est qu'il en faut une quantité importante, bien évidemment. Et parce que si vous en mettez encore là aussi, une à chaque patient, bien sûr, vous allez changer de blouse à chaque patient, et vous-même également. Ce qui fait que ça fait aussi un volume, donc qui ne sera pas du coup un déchet, mais qu'il va falloir aussi gérer en termes de lavage. Bien évidemment, et on le verra par la suite, il n'est pas envisageable de ramener ces blouses à la maison et de les laver dans la machine commune avec le linge personnel de la famille. Donc on va voir après, on en parlera dans les diapositives suivantes. Il y a aussi les blouses plastifiées qui peuvent être réutilisables, et Patrick l'a aussi évoqué, et on le verra par la suite, nettoyables avec des systèmes d'acide hypochloreux à basse pression, et qui peuvent permettre donc éventuellement de réutiliser, d'avoir moins de déchets
et moins de volume de stockage et peut-être plus de réapprovisionnement par la suite. Et enfin, la combinaison intégrale, c'est vrai qu'avec une tenue de peintre en bâtiment pour éviter les projections est une possibilité, mais je pense que pour travailler toute une journée sous une cagoule, si en plus on doit éteindre la clim, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de sauna, du coup on est prêt. Voilà. Donc voilà, nous avons vu donc, cette première partie donc, des mesures appliquées pour la protection du personnel médical. Et maintenant, je vais passer la parole à mon ami Quentin Lechuga qui va continuer et vous présenter la diapositive suivante. Merci. Merci Jean-Pierre. Moi, je vais vous faire un petit point sur les différents types de masques avec les différentes normes parce que pendant là, ces quelques mois qui sont passés, ces quelques semaines, on a entendu tout et n'importe quoi et ça permet un peu de situer, un petit peu de situer les choses. Il faut savoir qu'un virus, grosso modo, ça fait une taille inférieure à 0,2 microns. Donc déjà, il faut se mettre ça dans la tête. Sur les masques chirurgicaux, on a une filtration, on a plusieurs normes de filtration, mais grosso modo, ça filtre jusqu'à 5 microns. Donc si on fait, pour imaginer un petit peu le propos, vous prenez 25 virus qui tiennent la main et théoriquement, il faut passer cette barrière. Donc on peut se dire que c'est pas suffisant, mais ça suffit pas. En fait, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Au niveau des masques FFP2, ou les masques dits haut de gamme, vous avez les masques N95 et KN95 qui sont les normes américaines et chinoises qui sont calquées l'une sur l'autre où il y a une filtration de 95% avec des particules de taille 0,3 microns. Donc on n'est toujours pas au 0,2 microns de notre virus, mais déjà on se rapproche. Au niveau des FFP2, on a une filtration qui est un tout petit peu moins importante puisqu'on est à 94% de filtration. En revanche, on est sur des particules qui font 0,1 micron. Donc là, théoriquement, au niveau du virus, on commence à être bon. Il faut faire quand même attention dans ces périodes un peu particulières aux fausses normes, parce qu'on voit fleurir un petit peu partout sur Internet des offres exceptionnelles. Il faut se rappeler que quand c'est des trop bonnes offres, c'est souvent des mauvaises offres. On a tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'usines qui ont ouvert en Chine pour créer des masques et pas forcément contrôlés. Donc, attention à ce que vous achetez. Concernant la norme FFP2, on entend souvent dire oui, mon masque il est périmé depuis 2009. Non, en fait, la vraie norme FFP2, c'est FFP2 NE 149 2009. Donc, de toute façon, sur n'importe quel masque FFP2, vous aurez écrit 2009. Ce n'est pas une date de péremption. En fait, c'est la norme qui est comme ça. C'est NE 149 2009. Donc, ça n'a rien à voir avec la date de péremption. Pour ces masques FFP2, on va toujours avoir le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on va déjà c'est un certain coût qui est non négligeable, et au bout d'un moment, on va avoir des problèmes pour s'approvisionner parce qu'on est quand même des gros consommateurs. Pour revenir à ça, en fait, on a un peu regardé les études et la littérature sur ces sujets et on s'est rendu compte qu'en fait, ces masques FFP2, il n'y avait pas une différence significative entre un masque FFP2 et un masque chirurgical. Alors, tout simplement, la raison majeure, c'est que les virus qui font toujours 0,2 microns, ils n'ont toujours pas trouvé ils ne volent toujours pas, en fait, ils n'ont toujours pas trouvé le moyen de voler et ils sont véhiculés par des petites gouttelettes aqueuses ou muqueuses qui font, elles, toujours plus de 0,5, plus de 5 microns. Donc là, on reste sur le pouvoir de filtration des masques chirurgicaux et c'est pour ça qu'on n'a pas une différence significative entre les masques chirurgicaux et les masques FFP2 parce que c'est ces gouttelettes qui vont véhiculer le virus et donc on va avoir la barrière qui va être quand même efficace à cause de ces gouttelettes. Cependant, il serait quand même un petit peu dommage et un petit peu dangereux de ne pas utiliser de masque FFP2 pour des patients qui sont Covid positifs. On va prendre des risques pour rien, donc ça serait quand même assez dangereux. Okay. Tu peux passer si tu veux. D'accord. Ce qu'il faut retenir sur ces masques, donc on a vu qu'il y avait une différence de filtration qui était notoire, mais de toute façon, le véhicule est assez gros. En revanche, ce qui va jouer énormément, c'est la mise en place et surtout ne pas toucher le masque. Parce qu'on se rend compte que mettre le masque, ça va,
mais tenir un masque FFP2 sur une journée, c'est impossible sans le toucher. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de ne pas toucher son masque FFP2 pendant une journée. Moi, j'ai essayé, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, ce qui va poser des problèmes, c'est qu'on va le porter, mais comme c'est inconfortable, on va finir par le toucher à droite, à gauche, et on va créer des problèmes. En fait, on va retomber sur le même problème que départ. Donc, c'est pour ça que le masque FFP2, c'est bien, mais il faut arriver à le supporter parce que si on le touche, en fait, il perd complètement son intérêt. Ce qui va être important, donc, c'est d'avoir un masque qui est relativement confortable et c'est surtout de se protéger peut-être en amont. C'est pour ça qu'on va parler des visières. C'est que si on a une visière qui est assez englobante, donc vers le bas, vers les côtés, et aussi pas négliger le dessus, parce qu'on voit en ce moment fleurir plein d'initiatives sur Internet qui sont très bien, mais le support de la visière est ouvert sur le dessus. Et ben, on sait que si on n'est pas protégé sur le dessus, en fait, c'est fait à un endroit qui peut être contaminé par nos petites gouttelettes. Donc, en amont de ce masque, si on a une visière qui nous protège suffisamment et qui est suffisamment couvrante, et ben, ça va nous permettre de limiter en fait le risque et de pouvoir envisager d'utiliser un masque chirurgical qui est un petit peu moins confortable et on aura moins tendance à le toucher. Voilà. Ces visières, elles pourront être désinfectées, autoclavables. On a plusieurs sortes qui vont sortir, mais elles sont pour moi indispensables. Voilà, je vous ai fait un petit résumé sur les masques et les visières et je laisse la parole maintenant au docteur Nicolas Delorme. Au revoir. Merci Quentin, bonjour à tous. Du coup, on va parler un peu de la partie au niveau des salles de soins. Donc, Jean-Pierre en a bien parlé déjà tout à l'heure sur l'optimisation notamment des rendez-vous avec des rendez-vous un peu plus longs où on va réaliser plus d'actes. Ça va nous obliger aussi à mieux nous organiser. Donc, il avait évoqué l'histoire des protocoles avec les assistantes où on prévoit tout ce qu'on va faire pendant les soins et du coup, ça va nous permettre de sortir le matériel nécessaire avant chaque acte et ne pas avoir à réouvrir notamment tous les tiroirs ou aller chercher du matériel en stérilisation ou ailleurs. On en a bien entendu parler sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant, c'est notamment le problème de l'aérosolisation. Donc avec l'utilisation de tous nos instruments, notamment des turbines, on sait aujourd'hui que le nuage en fait, qui est créé par la turbine est très important et peut aller, selon les études, entre 2 et 4 mètres autour et contaminer du coup toutes les surfaces. L'avantage du contre-angle est que c'est un entraînement mécanique et non pas grâce à de l'air, donc qui provoque moins d'aérosolisation. Ça peut être une bonne idée du coup d'éviter au maximum la turbine et d'essayer de passer un petit peu plus sur les contre-angles bague rouge. La procédure, normalement, c'est évidemment d'aller changer tous les contre-angles après, tous les rotatifs en fait, après chaque séance de soins avec un patient. Alors, on sait que la réalité économique dans les cabinets fait qu'on n'a pas toujours un parc de rotatifs qui est suffisant pour pouvoir réellement le faire, mais le fait de faire des rendez-vous plus longs va nous diminuer le nombre de patients par jour et ça devrait faciliter la possibilité de faire ça. Pour l'aérosolisation, on sait aussi que les ultrasons en provoquent beaucoup, les aéropolisseurs, les microsableuses. Donc voilà, dans des cas comme ça, vraiment essayer de se protéger au maximum, d'utiliser le plus possible les systèmes d'aspiration qui viendront en complément. La digue, évidemment, très utile pour le confort de travail puisqu'on va déjà être plein de protection. Donc le fait d'avoir une bonne visibilité, ça va être l'idéal. Et puis ça va permettre d'éviter que justement le nuage d'aérosolisation soit contaminé puisque la dent sera vraiment isolée, la zone de travail sera isolée de la bouche qui a potentiellement une charge virale. L'utilité des aspirations chirurgicales, ça c'est évident. On a vérifié au préalable l'efficacité du système, notamment voir avec vos installateurs dentaires, puisqu'il existe certains systèmes qui relâchaient l'air vicié, en fait l'air utilisé au niveau du faux plafond ou même du local technique. Dans ce cas-là, voire pour installer un filtre EPA en plus ou alors un purificateur d'air. Mais sinon, l'idéal reste quand même les systèmes qui permettent d'évacuer l'air directement à l'extérieur. Tous les autres points après, c'est vraiment du bon sens. Ça va être favoriser au maximum le travail à 4 mains pour ne pas jongler entre la zone de travail au niveau de la bouche du patient et puis aller chercher des instruments. Si on travaille avec l'assistante, ça permet vraiment d'optimiser à ce niveau-là et d'éviter de contaminer les surfaces de travail et les autres instruments. Les panoramiques dentaires, alors c'était plus pour éviter justement le risque de tout quand on vient prendre les radios avec les capteurs RVG, ce qui peut arriver des fois, et permettre de faire des prises en charge qui sont vraiment globales, ne pas passer à côté de certaines choses pour éviter de multiplier le nombre de séances de soins. Si on fait vraiment un plan de traitement qui est complet,
ça va permettre d'éviter de voir trop de fois les patients et du coup de diminuer au maximum les risques de contamination croisée. Le crachoir, ça me paraissait assez évident, hein. Tout à l'heure, c'est vrai qu'il demandait comment recracher les bains de bouche. Alors, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui recrachaient dans le gobelet, qui allaient les mettre après soit dans un évier en stérilisation ou aux toilettes. Donc, voilà, une solution à trouver. Favoriser les actes définitifs, ça encore une fois, c'est pour ne pas multiplier le nombre de séances de soins. Ça va permettre d'éviter de revoir 50 fois le patient, par exemple pour enlever un fil qui est non résorbable ou ces choses-là. Donc, si on peut réussir à faire des actes qui sont plus durables, c'est l'idéal. Les empreintes numériques ou alors, évidemment, une très bonne décontamination pour éviter le risque avec nos prothésistes. Alors, pour l'histoire des aérosols, donc, comme solution, on avait trouvé l'aspirateur extra-oral. Donc, c'est carrément une petite unité qui se positionne sur le côté du fauteuil. Il va permettre d'aspirer l'air pour diminuer justement ce nuage qui vient autour de la tête du patient. Alors, à l'intérieur, en général, ils ont des systèmes de filtres. Il y a plusieurs filtres, filtre EPA, charbon actif, et des lampes à UVC pour stériliser justement les chambres d'aspiration. Il y a des systèmes aussi qui sont un peu plus simples, mais tout aussi pratiques, notamment avec les plaques de plexiglas. Alors, on peut les positionner autour du patient, juste au-dessus de la tête. Ça permet de s'isoler entre la zone du travail, la zone de travail et nous. L'avantage, c'est qu'on garde une bonne visibilité. On peut même réussir à la positionner comme il faut pour poser des instruments. Donc, au niveau de l'ergonomie, ça peut être intéressant. Voilà, donc entre chaque patient, après, ce qui va être intéressant, c'est de renouveler l'air de la pièce. Donc, le fait d'aérer les salles de soins, ça va permettre d'apporter de l'air. Si jamais il y a des virus, de diminuer au maximum la charge virale qui est présente dans la salle de soins. Pour tout ce qui est stérilisation, on a la chance d'être une profession qui connaît déjà toutes les règles de l'asepsie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de professions médicales. Donc, les protocoles, on les connaît. Après, si on a le moindre doute, voilà, voir avec ses installateurs dentaires, se faire conseiller là-dessus. Il y a certains points, par contre, sur lesquels on peut réussir à optimiser un petit peu. Par exemple, notamment, avoir à la fois dans chaque salle de soins une poubelle classique et une poubelle jaune. Ça va permettre d'évacuer le matériel tout de suite après les soins directement dans la salle de soins. L'assistante peut les jeter. On peut avoir aussi un petit bac de pré-désinfection qui permet de la faire directement sur place dans la salle de soins. Le gros avantage, c'est que du coup, après, quand on transporte le matériel au niveau de la stérilisation, on n'a pas risqué de faire une contamination sur le trajet ou en stérilisation. Donc, ensuite, c'est les protocoles classiques, c'est-à-dire qu'on va passer les instruments soit aux ultrasons, soit au thermodésinfecteur, puis vient la mise en sachet ou alors un emballage et ensuite l'autoclave. Donc là, pour le reste du protocole, on reste sur les choses qui sont classiques. Voilà du coup pour cette partie. Je vais passer la parole du coup à Jean-Luc pour la suite. Bonjour à tous, merci Nicolas. Moi, je viens pour la partie qui pourrait paraître ludique, et cependant, elle ne l'est pas. N'oubliez pas que tous ces protocoles, toutes ces recommandations et ces conseils que l'on peut vous donner vont vous obliger à changer votre façon de travailler, à bouleverser votre agenda. Ce sont des recommandations, des conseils qui sont très chronophages et qui vont générer au début beaucoup de stress. On travaille en équipe, il y aura besoin de pause. Il y aura besoin de pause pour vous-même et pour vos personnels. J'ai fait l'expérience de travailler lors d'une garde avec un masque FFP2, une visière, une surblouse. On a peur de la faute d'asepsie, ça fatigue énormément et quand la fatigue arrive, il est nécessaire de faire des pauses. Donc, lors de la pause, bien entendu, à l'entrée de local de pause, il faudra mettre une poubelle une poubelle dédiée pour les surblouses de votre assistante et de vous-même si vous prenez la pause en même temps. Continuez à respecter les distances d'1 mètre entre les différentes personnes. La distanciation sociale, elle est à respecter toute la journée. Ne pas conserver de vêtements éventuellement souillés. Les zones de repos doivent être des zones safe, c'est-à-dire que la poubelle dans laquelle nous jetons nos vêtements éventuellement souillés, nos surblouses, nos charlottes, doivent être en dehors de cette zone de repos. Il faut adapter les horaires des pauses déjeuner dans le cabinet. C'est
compliqué à partir d'un certain volume de personnes dans le cabinet. Il est évident que s'il y a 4, 6 praticiens qui travaillent de façon simultanée dans un cabinet, l'adaptation des horaires de pause va être compliquée à gérer et elle est à prendre en compte lors de l'établissement de votre agenda. Tous les personnels ne peuvent pas déjeuner ensemble et ça sera vraiment à prendre en compte et à répartir les horaires et penser votre agenda en termes de temps fort et de temps faible, savoir de rendez-vous de courte durée avec des actes techniques importants ou des rendez-vous de longue durée, de façon à ce que vous puissiez générer le moins de flux de personnes possible dans votre cabinet et au niveau des pauses déjeuner, au niveau de vos pauses. Pour les cabinets de groupe, il est évident que si vous êtes 1, 2 ou 3 dans un cabinet, ou si vous êtes 4, voire 6, voire 8 dans le même cabinet, l'organisation sera beaucoup plus compliquée. Diapo suivante. Ensuite vient le problème à la fin de la journée. Nous avons un problème des tenues de nos assistantes qui, selon, je crois, les conventions collectives des cabinets dentaires, doivent être gérées à partir d'un certain nombre par l'employeur et non pas par les assistantes qui ne peuvent pas ramener ces tenues chez elles pour les nettoyer. En conséquence, si vous avez la place et si vous avez la possibilité d'installer un lave-linge dans le cabinet, c'est encore la meilleure solution, de façon à ce que le linge de la journée puisse être nettoyé avec un programme adapté, bien entendu. La NSM recommande 30 minutes à 60 degrés et un repassage à 120 degrés, mais qui se fait à l'intérieur, au niveau du lieu de travail. Dans le cas où il n'est pas possible pour le cabinet d'installer un lave-linge dans la structure même, il est impératif de mettre le linge à nettoyer dans un sac fermé, dédié pour soit un lavage à domicile que vous prendrez en charge, soit par l'intermédiaire d'une société spécialisée. Tous les équipements à usage unique doivent être jetés dans une poubelle prévue à cet effet. Cette poubelle doit être nettement différenciée des autres poubelles. Utiliser soit des sacs de couleurs différentes, soit une corbeille de couleurs différentes, mais qui ne puisse pas être confondue avec les autres déchets que nous générons. Et il faut prévoir, bien entendu, des passages plus fréquents au niveau de vos organismes qui ramassent les dasseries. Ensuite, au niveau de vos personnels d'entretien, de la même façon qu'avec vos assistantes dentaires, il est nécessaire d'expliquer, d'informer ces mesures d'asepsie particulières. Il est nécessaire de les impliquer dans ces démarches. Une personne impliquée sera beaucoup plus attentive qu'une personne simplement informée. Et ne pas hésiter à répéter ces informations, surtout les premiers temps, car il est vrai, malheureusement, que cela va être assez contraignant. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je t'en prie, Olivia. Un mot de sémantique pour reprendre ce que vient de dire Jean-Luc très, très clairement. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un guide de conseil et en aucun cas un guide de recommandation. Parmi ces conseils, vous pouvez prendre ceux que vous trouverez les plus judicieux. Donc, on va voir maintenant comment on va pouvoir entretenir nos cabinets. Je crois qu'on se pose tous beaucoup de questions sur l'air, les aérosols, etc., sur nos surfaces. On va essayer de différencier les différentes choses. D'abord, comment allons-nous pouvoir gérer l'air? La première chose, bien sûr, ce sera d'aérer en ouvrant les fenêtres. On ne pourra pas savoir combien de temps il faut laisser ouvert pour que ce soit réellement efficace. Ça va dépendre du volume de la pièce, de la puissance de votre VMC, des conditions météorologiques à l'extérieur, de savoir si vous êtes en campagne, plein milieu de la ville, au-dessus d'un carrefour. Mais ce sera la première chose à faire, ce sera d'aérer. Il va y avoir aussi certains cabinets où il n'y a pas de fenêtre, des pièces bornes. On pourra faire appel à des purificateurs d'air. Ces purificateurs d'air, on a plein, il y a différentes sortes. Il faudra faire attention à plusieurs choses. D'une part, qu'ils soient munis d'un filtre EPA, de filtres à charbon actif et à nouveau d'avoir de l'UVC qui soit dans cet appareil. En plus, on pourra avoir certains systèmes qui seront munis d'ionisation qui vont encore rendre ces systèmes plus efficaces. Il faudra faire attention aussi à une autre chose, c'est savoir comment l'air va rentrer dans ces purificateurs et ressortir de ces purificateurs.
Il va falloir trouver des purificateurs où l'air va rentrer à un endroit et ressortir sur une autre zone pour ne pas purifier l'air et le faire ressortir par la zone considérée comme sale. D'autres choses pourraient être aussi utilisées pour désinfecter cet air, ce sont les UVC, justement. On en entend énormément parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'UVC est souvent interdit dans les doses qui vont pouvoir permettre une stérilisation ou ne sont pas utilisées avec des normes qui sont acceptables dans le médical. Pour autant, il y a de plus en plus de machines qui existent, comme la machine, par exemple, qu'on est en train de voir là. Mais étant donné les coûts absolument exorbitants, ça ne paraît pas envisageable à l'heure d'aujourd'hui pour les cabinets dentaires, parce qu'il faut savoir que le petit robot présenté ici vaut plus de 70 000 €. Donc, pour le moment, il faudrait trouver des systèmes un peu plus faciles à utiliser et à mettre en œuvre dans nos cabinets. Maintenant, les surfaces. Évidemment, on va entretenir toutes les surfaces critiques avec un détergent, désinfectant, comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à présent. Faites bien attention aux normes des produits que vous utilisez. On va répartir le produit d'entretien de façon homogène sur les différentes surfaces. On va attendre le temps qui est conseillé par les fabricants pour que le produit soit virucide. Et on va utiliser évidemment des lingettes à usage unique, appliquer le protocole qui est défini par le fabricant pour l'efficacité optimale. Pour ces surfaces, il y a un produit aussi qui est plus ou moins méconnu en France, qui est l'acide hypochloreux. Donc, c'est la formule scientifique qui est un acide faible, qui est semblable à un jus d'agrumes doux. Il est finalement fabriqué de façon naturelle par les globules blancs chez tous les mammifères. C'est quelque chose que nous fabriquons au quotidien. Il est beaucoup utilisé pour la guérison, la protection. C'est un oxydant qui est très puissant, qui va être à la fois bactéricide, virucide, fongicide. Il est fabriqué simplement par des solutions d'électrolyse avec de l'eau salée. Ça existe depuis les années 1970. Il est totalement neutre, il est non irritant pour la peau, pour les yeux. Pourquoi? Simplement parce que comme on le fabrique naturellement, on n'a aucun anticorps qui va le repousser. Et donc, on va avoir aucune réaction, ni cutanée, ni au niveau d'aucune muqueuse. Il est totalement éco-friendly parce qu'il va pouvoir s'utiliser sur toutes les surfaces, sur le cuir, sur les tissus, absolument partout. Du coup, c'est assez étonnant qu'en France, aujourd'hui, ce ne soit pas plus populaire. Pour autant, il y a eu plein d'articles qui ont été réalisés en dentaire sur l'acide hypochloreux. Je vous invite à lire en dossier sur les inflammations, etc. Tout ce qu'on pourra faire avec cet acide hypochloreux. Alors, comment on va le fabriquer? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'acide hypochloreux et on se dit, ça a l'air génial, mais comment on va pouvoir l'utiliser? Faisons attention, parce que l'acide hypochloreux, il va être efficace à partir d'une certaine quantité d'acide hypochloreux. C'est un acide quand même qui n'est pas stable, donc il va falloir stabiliser. Et on voit toutes choses fleurir sur les réseaux sociaux. On pourrait imaginer acheter ces petits comprimés en pharmacie. Pour ceux qui voyagent beaucoup, c'est des comprimés que vous achetez pour mettre dans l'eau, pour désinfecter l'eau quand il n'y a pas d'eau potable. Pour autant, vous pouvez mettre autant de comprimés que vous voulez. Ce ne sera pas assez efficace pour devenir virucide contre le virus actuel. On a aussi des petites machines qui vont pouvoir faire une électrolyse. Pour autant, une fois que l'électrolyse sera faite, le produit devrait être utilisé en immédiat. C'est aussi une voie, cet acide hypochloreux, que l'on va pouvoir utiliser dans l'eau qui arrive au niveau de nos fauteuils. Je sais que certains praticiens aujourd'hui ont des arrivées d'eau ou des bonbonnes qui sont directement reliées au fauteuil, où ils utilisent de l'eau distillée, par exemple. On peut imaginer venir mettre des comprimés d'acide hypochloreux, ce qui permettrait, lorsque l'eau arrive au niveau de la bouche du patient, de diminuer déjà la charge virale et les aérosols, du coup, ne seraient plus chargés autant en virus. Il faut savoir que cet acide hypochloreux, aujourd'hui, il n'est pas encore très présent en France et on espère que bientôt, il le sera. On pourra aussi désinfecter ces surfaces par voie aérienne. Par tous les systèmes que l'on va vouloir utiliser, il faudra faire très attention et ne pas les utiliser avec une présence humaine. Il existe plusieurs systèmes. On va pouvoir le faire à l'aide de machines,
certains d'entre vous doivent déjà être munis de ce type de machine. La plupart du temps, ce seront des produits comme du peroxyde d'hydrogène qui seront envoyés par les aérosols. Ça va permettre de nettoyer tout ce qui n'est pas visible ou tout ce qui est difficile d'accès. Il est quand même difficile d'envisager entre 2 patients de venir nettoyer les murs et les plafonds. Mais ceci peut être une très bonne option en fin de journée, par exemple, pour avoir un nettoyage absolument parfait de toutes les surfaces. Il existe aussi des doses à usage unique pour ne pas avoir ces machines, qui peuvent alors être, par exemple, de l'acide peracétique pressurisé, avec des systèmes que l'on va appeler One Touch. Le système sera le même, vous mettrez ces petites bouteilles, vous appuierez sur ce dispositif, sortirez de la pièce, il n'y aura pas de résidus visibles ou laissés par le produit. À nouveau, ça se fera hors présence humaine. On a la chance d'avoir le docteur Cachou parmi nous, à qui vous pourrez poser de nombreuses questions. Il est membre du conseil de surveillance du réseau national aérobiologique et je pense qu'il sera encore plus à même de répondre à vos questions sur ces différentes solutions. Quelques petits conseils simplement concernant la réception des produits. Faisons attention parce qu'on a beaucoup de choses qui arrivent dans nos cabinets, à la fois des cartons de toutes sortes. Faisons attention d'essayer de les ouvrir et de les aérer à l'extérieur ou aussi de venir les désinfecter avec des produits, de vérifier tout ce qu'il y a à l'intérieur. De la même chose pour les produits venant des laboratoires de prothèses. Essayons de bien désinfecter tous les travaux que nous recevons et de réaliser la stérilisation pour ceux où l'on peut réaliser la stérilisation. Je vais passer la main au docteur Bertrand Rousselet qui va nous expliquer comment nous allons pouvoir à la fois rassurer nos collaborateurs, nos équipes et aussi rassurer nos patients pour qu'ils aient à nouveau envie et le courage de venir nous voir. Merci Olivia. Bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. Alors, je dirais que pour rassurer, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut qu'il y ait de la confiance. Et en fait, on se rend bien compte que depuis 6 semaines et même avant ces 6 dernières semaines, il y a une crise de confiance qui contamine tout le monde, du sommet de l'État jusqu'au bas de l'échelle. Et ensuite, il y a une crise de confiance parce qu'il y a une crise de cohérence. Je jette la pierre à personne, mais visiblement, il y a eu un manque de préparation. Et aujourd'hui, on envoie par le biais des médias qu'on est nu et qu'en plus, on est la profession la plus exposée. Donc, en fait, il faut bien imaginer que ce soit les patients ou que ce soit nos équipes, avec tout ce qui a été balancé, ça va être compliqué, mais je vais tenter de vous donner des informations pour que la confiance renaisse. Donc, il est évident qu'il va falloir être prêt techniquement et la cohérence, la première cohérence, c'est que toutes les forces utiles se réunissent. Les industriels, les universitaires, les scientifiques. Et là, au travers de ce groupe, on se rend compte qu'il y a une vraie cohérence et je voudrais remercier toutes les personnes qui sont à l'origine de ce groupe. Et moi, je ne suis qu'un humble petit dentiste libéral à qui on a demandé finalement si ce qu'on était en train de mettre en place semblait cohérent et je n'ai aucune qualification scientifique. Je tiens à préciser les choses. Donc, la première chose, c'est évident qu'il va falloir être prêt techniquement parlant, mais ça ne va pas être suffisant. Parce que la confiance, ça ne se décrète pas, ça s'éprouve. Et il va falloir faire en sorte que nos équipes et nos patients éprouvent de la confiance. Et il va falloir garantir que nos équipes et les patients se sentent en sécurité. Donc, pour ça, il va falloir qu'on soit cohérent. Et pour être cohérent, il va falloir préparer nos équipes. Et ce n'est pas le 11 mai, quand on va rentrer dans nos cabinets, qu'il va falloir se mettre au travail pour finalement donner des informations, faire, j'ose le terme, hein, des interrogations écrites à nos équipes pour savoir si ils ont compris tout ce que l'on est en train de vous dire. Il va falloir aussi faire des mises en situation, c'est-à-dire des véritables mises en situation avec une caméra pour s'assurer que tout le monde respecte les procédures. Et je crois que c'est Jean-Luc qui disait, avec le temps, tout doucement, enfin on voit bien hein, les distances barrières, les gens commencent
à se dire bon, ben, c'est bon, quoi, ça fait 6 semaines qu'on est confiné, tout va bien, on peut commencer à reboire des coups ensemble. Malheureusement, on sait qu'il y a potentiellement une deuxième vague qui va arriver. Donc, pour que on s'occupe bien de nos patients, c'est pas nous qui allons nous occuper de nos patients, c'est nos équipes. Et pour que nos équipes elles soient hyper efficaces, il va falloir d'une part les rassurer, et le seul moyen de les rassurer, ça va être de les préparer. Le côté anxiogène de la chose, moi, ça fait 6 semaines que j'ai coupé la télé parce que de toute façon, j'apprends strictement rien, si ce n'est qu'on est dans la mouise et je n'ai pas besoin d'allumer la télé pour entendre qu'on est dans la mouise, donc j'ai décidé de couper ma télé. Former les équipes en amont, ça sous-entend qu'il faudrait commencer presque aujourd'hui ou demain. Or, aujourd'hui, j'en ai parlé ce matin avec des personnes qui sont capables d'être des porte-paroles parce que leur voix porte. Il faudrait que… moi, j'ai posé la question au Conseil de l'Ordre. Pour l'instant, je ne jette la pierre à personne, mais je n'ai eu aucune réponse. J'aimerais qu'on nous dise si oui ou non, on peut faire rentrer par petits groupes les équipes pour les former, parce que ce n'est pas le 11 mai qu'il faudra s'y mettre. C'était juste une question et en aucun cas une accusation. Donc, je pense que clairement, il va falloir former nos équipes en amont. Et moi, j'ai demandé à mon équipe d'assister à ce webinaire parce que c'était un premier message à leur faire passer. Et je les remercie de prendre du temps pour assister à ça. Former les équipes, ça veut dire aussi utiliser tous les outils qui sont à votre disposition, Zoom, Hangout, Skype, tout ce que vous voulez pour faire des réunions. Si vous ne pouvez pas les réunir physiquement dans vos cabinets, eh bien, utilisez les outils qui sont à notre disposition, qui ne coûtent rien pour communiquer avec eux. Si vous êtes plusieurs associés, eh bien, faites des réunions de groupe pour échanger sur la stratégie que vous allez mettre en place et sur finalement comment toutes ces nouvelles procédures, vous allez les mettre en place dans vos cabinets parce que vous ne créerez pas de la confiance, vous ne rassurez pas vos équipes si vous ne communiquez pas de manière efficace et en anticipant les choses. Donc, c'était la première partie que je voulais vous dire, c'est qu'il faut être cohérent, il faut être efficace et oui, c'est vrai qu'on est un peu à poil, mais grâce à ce groupe, je dirais qu'on se sent épaulé par des industriels, des universitaires et des scientifiques. Et encore une fois, je voudrais remercier le groupe. Donc, formez vos équipes à partir de ce soir ou de demain et prenez tout le temps disponible. Je voudrais aussi dire à nous, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est parti en bataillon au cabinet et on a vidé le cabinet de tout ce qui était inutile. On a déblayé de 2 bennes, c'est-à-dire qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode 5S, j'en ai parlé lors d'un webinaire précédent. Renseignez-vous sur ce que c'est que la méthode 5S. C'est une des meilleures méthodologies pour avoir un cabinet en ordre, propre, rangé et dans lequel finalement rien enfin, toutes les choses qui sont inutiles sont jetées parce qu'il y a mes confrères qui ont dit qu'effectivement, les plans de travail devaient être minimalistes. Olivia, tu peux changer. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Ensuite, rassurer les patients. Nos patients, ils sont comme vous et moi, ils sont comme nos équipes, c'est-à-dire que ça fait 6 semaines qu'ils sont abreuvés d'informations anxiogènes. Et il va falloir nager à contre-courant parce que les messages qu'on va leur envoyer, eh bien, ils sont totalement à l'opposé de ce qu'ils entendent depuis 6 semaines. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont à l'opposé de ce qu'ils entendent qu'il ne faut pas lever la voix et le faire efficacement. Donc, clairement, la confiance, pour les rassurer, ça va être la clé. Et encore une fois, il va falloir être cohérent. C'est-à-dire que la confiance, c'est comme dans un couple. Hein. Au départ, on s'aime et puis après, tout doucement, on perd les habitudes. Le mari et la femme n'ont plus confiance l'un dans l'autre et puis ils se séparent. Donc, ça veut dire que cette méthodologie, tant que le risque perdure, il va falloir garder ce niveau de vigilance pour que les patients aient confiance en nous. Et puis, je vais vous dire autre chose, c'est que ça fait 6 semaines que nos cabinets sont fermés, ça fait 6 semaines qu'il n'y a plus de trésorerie qui rentre dans les cabinets.
Et si vos patients n'ont pas confiance, ils ne viendront plus. Et s'ils ne viennent plus, vous rentrez plus de sous et ça va être compliqué. Il y a quelques jours, j'ai fait un webinaire sur le futur de demain ne sera pas le futur d'hier. On ne travaillera plus de la même manière. Donc, si vous ne mettez pas tout en place pour rassurer vos patients, ils ne viendront plus chez vous, ils iront se faire soigner ailleurs. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour former vos équipes à communiquer au travers peut-être de vos assistantes administratives, de vos assistants de conseil, de vos secrétaires, il va falloir que vous mettiez en place des scripts très précis parce que ça va téléphoner. Moi, ça fait 6 semaines qu'on assure les gardes et téléphoniques et physiques au cabinet. Les patients, ils sont dans le stress le plus total. Ça fait 6 semaines qu'ils ne se font plus soigner. Donc, on va voir arriver des cohortes de patients dans nos cabinets et il va falloir les soigner. Il va falloir être efficace dans la manière de communiquer avec eux. Donc, je vous invite à définir quels sont les scripts que vous devez donner à vos assistantes administratives parce qu'il ne s'agit pas qu'elles racontent n'importe quoi parce qu'elles n'ont pas été formées. Et elles ne vont pas raconter n'importe quoi parce qu'elles sont bêtes. Elles peuvent raconter n'importe quoi parce qu'elles ont entendu n'importe quoi pendant 6 semaines et c'est à vous de leur donner, de ciseler une phrase pour qu'elles soient les plus efficaces. Et donc, ça nécessite de la préparation et de l'anticipation. Ensuite, on a la chance d'avoir des outils numériques. On a des sites Internet et j'espère que l'Ordre va nous laisser communiquer par le biais de nos sites Internet parce que les mesures que l'on va mettre en place, il va falloir qu'on puisse montrer ce que l'on a mis en place. Ensuite, je pense qu'il va falloir faire du mailing de masse avec qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos cabinets pour que finalement vous informiez vos patients en leur disant « Ok, le risque est là, on est une des professions les plus à risque et vous l'avez entendu depuis quelques jours parce que finalement, on a été les grands oubliés de cette crise, mais depuis quelques jours, notre voix porte parce qu'il y a des industriels qui ont pris le risque de se montrer à la télé. Il y a aussi quelques syndicalistes qui sont allés se montrer à la télé et je tiens à les en remercier parce que sinon, finalement, les dentistes, ils n'existent pas, quoi. Donc, en fait, les outils numériques, c'est vos sites Internet, c'est du mailing pour peut-être faites des vidéos pour montrer comment vous allez les recevoir. Et puis, ça va être aussi une organisation interne dans votre cabinet, c'est vider vos cabinets. Et puis, c'est Jean-Luc Pinloche, le docteur Pinloche, qui a expliqué un petit peu comment lui, il voyait l'organisation de son cabinet. Et bien nous, finalement, étant donné qu'il y a plein de matériel qui n'est plus du tout accessible, et bien nous, on a acheté des combinaisons de peintres, on a acheté des casiers qui sont vendus pour les piscines ou pour les usines. On a jeté tout un tas de choses et on a finalement rééquipé le cabinet de façon à ce que les patients puissent laisser leurs affaires et ils voient effectivement que le cabinet a changé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire venez, tout a changé, alors que finalement, dans votre organisation, quand ils vont arriver, ils vont regarder le cabinet, ils vont dire mais non, rien n'a changé. Donc, la salle d'attente aussi est un très bon outil de communication. Il y a aujourd'hui des systèmes qui permettent de faire tourner une information en continu dans la salle d'attente. Faites savoir à vos patients tout ce que vous avez mis en place pour les accueillir de manière différente. Et puis, avant, évidemment, prendre de la température à vos patients, les questionnaires médicaux la veille. Si vous n'arrivez pas à trouver des surblouses jetables, eh bien, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des surblouses de coiffeurs. Ouais, on a pris ce qui était à notre disposition. On a acheté des calots lavables pour les patients. On a mis une machine à laver dans le cabinet dentaire. Tu peux revenir un petit peu en arrière, s'il te plaît, Olivia? Un petit peu. On peut revenir aux critères sur lesquels on s'est mis tous d'accord, parce que je comprends que tu as fait beaucoup de choses dans ton cabinet, mais ça serait bien qu'on reste dans les critères qui ça ont marche, fait… Ça marche. Je vais revenir sur la partie arrière, sur le jaune, s'il te plaît, Olivia.
Patrick Misika, si vous voulez prendre la main, c'est avec grand plaisir, hein, il n'y a pas de souci. En fait, OK, merci Olivia. Donc, faire connaître les conditions d'hygiène et d'asepsie à vos patients et à votre équipe, le diffuser dans la salle d'attente et rendre toutes ces choses-là visibles. Est-ce que je peux avoir la slide d'après, s'il te plaît, Olivia? Merci. Donc, ça, c'est des petites animations qui peuvent être mises à votre disposition et que vous pouvez mettre dans vos salles d'attente ou alors dans vos mailings. Diapo suivante. Et évidemment, avec vos patients, il va falloir leur communiquer de manière précise que, évidemment, on ne se serre plus la main, on ne se fait plus de bises, et nous, il fallait évidemment commencer bien avant. Pas de contact physique. Avec le mobilier et avec le personnel soignant, il y a quelqu'un qui a dit tout à fait à juste titre, les téléphones portables, il va falloir les laisser dans un casier, respecter les distances avec les assistantes et mettre effectivement ces parois en plexiglas, les prises de température en amont, lavage des mains ou décontamination des mains de nos patients en amont, ou avec des solutions hydroalcooliques, le port du masque tant que les patients ne sont pas installés au fauteuil. Et je vous remercie de votre attention. Merci Bertrand. Alors, quelles sont les évolutions possibles et espérées? Bien entendu, dans le futur, on pourra peut-être avoir différents types de tests salivaires ou sanguins qui pourraient être réalisés par les chirurgiens dentistes dans leur cabinet sur l'ensemble des personnels ainsi que sur les patients. Il est important, je pense, que l'on puisse tester nous-mêmes, notre personnel et les patients. Les résultats de ces tests permettraient d'adapter au mieux les différentes mesures prises dans nos cabinets. En revanche, ça ne les annulera pas. Ça permettra de diminuer en fonction de la positivité connue des patients au Covid ou de leur négativité. En revanche, ne jamais oublier que ces tests ont un pourcentage de faux négatifs et de faux positifs. Donc, ça sera une aide, une fois de plus, mais certainement pas la mesure ultime. Il faudra prêter attention également, lors de l'usage de ces tests, à ne pas discriminer, et pouvoir bien rediriger le patient s'il est positif et qu'on ne peut pas le prendre en charge dans nos structures. Nos espoirs, c'est la création et la prise en charge par nos organismes de tutelle d'un acte spécifique type hygiène et asepsie qui serait valable sur tous les actes et même la consultation parce qu'elle nécessitera quand même d'équiper les patients. C'est un surcoût qui est important par patient pour nos cabinets car elle prend du temps, elle prend du matériel. L'Allemagne vient de valider ce type de possibilité et on espère vraiment que nos instances vont pouvoir valider également la création et la prise en charge de ce type d'acte. Donc là, vous trouverez toutes les sources qui ont été utilisées pour réaliser ces conseils. Je tenais vraiment à tous vous remercier déjà pour votre présence. Beaucoup de courage à tout le monde pour la reprise. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce guide de conseil. Un grand merci au docteur Patrick Misika pour les longues heures qu'il y a passées sur ce travail. Et maintenant, à tous, à vos questions. Effectivement, aux questions, il y a eu énormément de questions. Je suis face à peu près une centaine de questions, donc j'ai essayé de regrouper. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est de poser une question et la personne qui s'y sent y va. Première chose, la clim, on en a parlé beaucoup. Il y a beaucoup de questions, pardon. Alors, on n'a pas compris entre deux patients pourquoi ce serait intéressant si pendant les soins, ce n'est pas. Patrick Simonet va répondre. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Alors, entre deux patients, la clim est intéressante. Oui. Par contre, pendant les soins, ça ne l'est pas. Il y a des questions de compréhension. Est-ce que finalement, est-ce que c'est mieux sans ou est-ce que entre deux patients, si on ne peut pas faire autrement? Alors, actuellement, la question est relativement débattue. Je me suis
rapproché d'une association des ingénieurs climatiques et en chauffage qui m'ont assuré, et d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, j'enverrai à Olivia le rapport qu'ils ont fait et qui pourra vous le transmettre éventuellement pour ceux qui sont intéressés, nous disait clairement que le problème de la clim, ce n'était pas le problème du brassage d'air, c'était le problème des filtres, éventuellement, de l'extérieur et de l'intérieur, et le problème du vase clos. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il faut vraiment utiliser la clim, ne pas l'utiliser. Donc, il faut un principe de précaution. Par contre, il faut changer les filtres régulièrement. Et il faut voir la personne qui s'occupe de l'entretien de votre clim de manière à ce qu'il change les filtres peut-être un peu plus souvent qu'une fois par an. Et si vous changez vous-même les filtres, comme c'est là où peut se déposer le maximum de charge virale, c'est de bien vous protéger, bien sûr, avec des gants, des masques, etc., pour changer les filtres. Mais très bien. Voilà. Actuellement, je vais poser la question peut-être aussi à Dr Cachou qui s'y connaît très bien peut-être dans le domaine. Donc Cachou, par rapport au filtre, j'ai pas mal de questions. Est-ce qu'un filtre EPA, ça suffit? Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à l'histoire de la clim? Alors, pour la clim, il faudrait peut-être différencier entre une clim, un convecteur normal et une clim centralisée. Les clims centralisées, généralement, c'est une centrale de traitement d'air qui se trouve dans un local technique et il y a un taux de renouvellement d'air qui fait qu'on aspire d'un côté, on rejette de l'autre. Ça peut être tentaculaire, c'est-à-dire diffusé dans plusieurs pièces en même temps. Auquel cas, il faudrait bien sûr envisager une préfiltration de l'air avant qu'il repasse dans la centrale de traitement d'air. C'est ce qui se fait en général dans les blocs opératoires, sachant que les cabinets dentaires répondent à la problématique d'un bloc opératoire. La différence entre un bloc opératoire dans un hôpital où on opère un patient, c'est que dans ce cas-là, on protège surtout le patient de l'environnement, de la contamination qui peut se trouver dans l'environnement, alors que dans un cabinet dentaire, enfin dans un bloc opératoire dentaire, je vais l'appeler comme ça, c'est plutôt l'inverse. On va se protéger du patient, des éclaboussures qui peuvent sortir de la bouche. Alors, en général, les virus, ils sont portés sur une cellule. Dans ce cas précis, ils sont portés sur des postillons ou enfin une gouttelette d'eau qui va sortir de la bouche du patient. Il me semble que réduire l'espace et bien protéger la bouche du patient avec ces espèces d'aspirateurs, les bras articulés qui viennent aspirer à côté de la bouche, ça pourrait être une très bonne solution. Parce qu'on évite dans ce cas-là de répartir le nuage dans toute la pièce. C'est une bonne protection. Il faudrait la compléter par une protection éventuellement en fin de journée de désinfection du cabinet, du bloc entièrement. Et ceci est fait, il doit être fait bien sûr d'une façon par un essuyage dans un premier temps, mais aussi complété par une désinfection créée à nuage par les appareils qu'on a vus tout à l'heure, créer un nuage qui puisse aller dans les petits coins et recoins où les petites mains n'arrivent pas à toucher, à essuyer. Il y a plusieurs types de désinfectants. Alors, pour en revenir, pardon, la question initiale, c'était sur la clim. La clim, donc, si c'est un convecteur, c'est difficile de rajouter un filtre EPA. Tout simplement,
parce que le convecteur n'a pas suffisamment de puissance pour traverser le filtre EPA. Le filtre EPA crée une perte de charge qui n'est pas adaptée au convecteur, au petit convecteur. Donc, il y a une espèce de mousse, de filtre en mousse, un peu grossier, dont les mailles sont très larges, qu'il faudrait peut-être changer de temps en temps, mais qui n'est pas suffisant pour arrêter les particules, les petites particules dont on a parlé tout à l'heure, les 0,2 microns jusqu'à 5 microns. Donc, le mieux, c'est de traiter par… Très bien, très bien. Alors, juste par une désinfection. Oui. Excusez-moi, on est décalé. Désolé. Mais il y a des questions par rapport toujours à ça. Deux choses. Tous ces produits qui peuvent nettoyer par voie aérienne, donc j'imagine qu'il y a besoin d'attendre beaucoup de temps. Donc, on peut les appliquer peut-être qu'une fois par journée. En fin de journée plutôt, oui. Fin de journée, très bien. Et donc, je pense que le temps a été dit, à peu près 1h30 à 2h. Oui, ça doit se faire selon les produits, il faut attendre un certain temps. Quand c'est fait généralement hors présence humaine, ce sont des produits qui sont assez toxiques. Donc, on utilise beaucoup l'oxygène, c'est-à-dire le H2O2 ou le peroxyde d'hydrogène. Il a un très grand avantage, le peroxyde d'hydrogène, enfin l'oxygène qui oxyde le germe, c'est le feu. On brûle l'oxygène, rien ne résiste à ça. Okay. En revanche, le problème du H2O2, c'est que l'oxygène est très volatile, il est très instable. Il faut un temps de contact pour tuer le germe, et ce temps de contact n'est pas suffisant généralement avec le H2O2 pur. Donc c'est pour ça que il faudrait peut-être se rabattre sur un autre, peut-être, mais sûrement, sur un autre produit qui s'appelle l'acide peracétique. On stabilise le H2O2 avec de l'acide acétique. Ça sent un peu le vinaigre, mais c'est une alerte olfactive qui nous prévient que le produit a été utilisé et qu'il est toujours actif. Donc, en général, ça se fait dans les blocs opératoires. C'est ce qu'on appelle la désinfection terminale. Ça se fait en fin de journée, le soir, avant de préparer pour le lendemain. Et j'ai entendu dire, et à juste titre, tous ceux qui ont parlé ont très bien dit les choses. Le cabinet dentaire doit être considéré comme un bloc opératoire, c'est-à-dire qu'il faut y mettre le moins de choses possible. Il ne faut rentrer que ce qui est nécessaire, ne pas le surcharger avec des choses qui peuvent être mises ailleurs entre-temps. D'où l'importance de s'organiser, de commencer à ranger dès maintenant. Donc, en attendant d'appliquer ces produits-là le soir, est-ce que le purificateur d'air aujourd'hui a démontré une efficacité? J'ai beaucoup de questions là-dessus. Le purificateur d'air, il a une certaine efficacité, mais il faut voir le débit. Le débit d'air entrant et sortant. On parle beaucoup dans un bloc opératoire d'un taux de renouvellement d'air. Et donc, il y a des petits purificateurs, il y a des grands. Il faut voir quel est le débit. Respecter le cycle, respecter le temps du cycle nécessaire. Très bien, parfait. Merci. Alors, d'autres questions concernant les patients déclarés Covid. Donc, c'est quand les recevoir au mieux, messieurs, dames? En fin de journée, en début de journée? Protocole particulier, le même protocole que les urgences aujourd'hui? Les Patrick, je pense que vous êtes les mieux à même peut-être de répondre. Le micro, s'il vous plaît. On y va. Je sais que les questions ne sont pas faciles, hein, mais on essaye. Patrick Simonet avait déjà répondu à la question. Soit on peut programmer en tout début de matinée ou en début d'après-midi. En fait, si on considère que les précautions sont des précautions suffisantes, on peut les traiter à n'importe quel moment. Ce que j'ai précisé simplement, c'est qu'il faudra vraiment restreindre les actes au strict minimum et en tout cas éviter de façon formelle toute aérosolisation, utilisation des turbines bien sûr, utilisation des ultrasons bien sûr et ne pas se lancer dans extraction et pose de 6 implants bien entendu. C'est le bon sens de base.
Parfait. Merci, Patrick. Moi, si je peux me permettre, Bien sûr, Jean-Luc. j'appliquerai, bien entendu, je ne contredis pas ce que dit Patrick Misika, j'appliquerai un petit peu ce que l'on fait dans des blocs en cas de Covid positif avéré. Dans les blocs, on va toujours des interventions les plus propres aux plus sales. Malheureusement, ce n'est pas péjoratif, mais je prendrai plutôt des cas Covid en fin de matinée ou en fin de journée de façon à pouvoir entièrement désinfecter ma pièce de soins et ma salle de soins en respectant bien entendu les préconisations de Patrick Misika, mais de façon à ne pas avoir un risque de contamination croisée par une mauvaise désinfection de ma salle de soins. Donc, si en fin de journée, en plus, tu appliques le produit de désinfection parfois aérienne, voilà. Donc ça semble plus efficace. Okay. J'appliquerai la logique que l'on a dans les blocs opératoires hospitaliers. Parfait, merci Jean-Luc. Concernant les surblouses, première question, est-ce qu'on est obligé donc finalement d'utiliser des surblouses à manches longues? Est-ce que c'est obligatoire si on ne peut pas avoir la clim en plus? Qui se sent, je pense que c'était Quentin qui a parlé de cette partie. Quentin, Nicolas? La surblouse n'est pas obligatoire, si je peux me permettre. On l'a bien dit que la surblouse n'était pas obligatoire. Pardon, ça c'était les blouses, ça c'était les tenues de travail. Les tenues de travail, pardon. Les tenues de travail, Anne-Laure Egel, qui est maître de conférence à Paris Descartes, disait qu'on pouvait très bien travailler avec des blouses manches courtes. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Okay. Pas de souci. Et les surblouses, on connaît tous les surblouses très légers. Donc, généralement, ce n'est pas étanche. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à proscrire ou on peut les utiliser quand même? Les surblouses jetables, transparents. Comme son nom l'indique, la surblouse, elle vient normalement sur la tenue de travail. Et donc, si on travaille en casaque, par exemple, chirurgicale, la surblouse vient par-dessus. C'est une protection supplémentaire. Et si on travaille en tenue de travail? En tenue de travail, par exemple, en Lacoste et en pantalon, des choses comme ça? Oui, bien sûr. Et par-dessus, on met quelque chose? C'est une surblouse, ce n'est pas une barrière totalement étanche, mais comme on l'a déjà travaillé. Voilà. C'est déjà pas mal. OK, parfait. Concernant les bains de bouche, il y a eu beaucoup de questions sur le bain de bouche en eau oxygénée ou en peroxyde d'hydrogène 1%. Est-ce que, messieurs, dames, vous avez des informations là-dessus? À la place de la bétadine? Apparemment, bon, pour info, apparemment en Suisse, ils utilisent beaucoup le peroxyde d'hydrogène. Donc, question à creuser. Concernant les masques, si pas de FFP2, est-ce qu'il y a besoin de mettre 2 masques chirurgicaux? Je pense qu'on avait dit qu'un masque chirurgical plus visière, ça peut faire l'affaire, c'est ça? Il n'y a aucune discussion. Visière et un masque chirurgical, c'est très, très bien. Ça suffit largement. Parfait. FFP2. Mais je crois qu'il faut revenir au bon sens. Il est strictement impossible de travailler toute une journée de cabinet avec des masques FFP2. Et si on utilise ce qu'a dit le conférencier tout à l'heure, le FFP2 va générer des fautes d'asepsie majeures qui sont contre-productives. Donc, tous les discours que l'on entend aujourd'hui, qui sont des discours officiels, disant que tant qu'on n'aura pas des millions de masques FFP2 pour travailler, c'est irréaliste. Je défie quiconque de faire une journée complète de travail de cabinet avec un masque FFP2 sans se toucher le visage. C'est impossible. Donc, théoriquement, c'est la solution idéale. Pratiquement, c'est la solution impossible, quasi. Même un patient complet sur les longues séances. Mais... Par contre, si je peux rajouter juste un tout petit mot, c'est que, effectivement, comme disait Jean-Luc, il y a une information dans le grand public que le nec plus ultra de la protection, c'était les masques FFP2. Donc, il va falloir, pour ceux qui préfèrent ou qui ne peuvent faire autrement qu'utiliser un masque chirurgical et une visière, de préparer un discours pour expliquer aux patients pourquoi on ne met pas de masque FFP2. Parce que maintenant, très souvent, les patients ils viennent déjà avec les réponses. Et si on ne leur donne pas les réponses qu'ils souhaitent, ils peuvent mettre en doute notre capacité professionnelle. L'idéal étant que le patient vienne lui-même avec un FFP2. Donc, le patient porte un FFP2 et vous portez un masque chirurgical. C'est le monde à l'envers. Merci Patrick pour cette précision. Donc, pour l'aérosolisation, on avait dit de remplacer la turbine par une bague rouge. Maintenant, qu'en est-il des retouches de prothèses amovibles, par exemple? Est-ce que vous conseillez forcément donc, sous aspiration extra-orale
si on n'a pas l'aspiration de retouche prothèse de laboratoire? Quentin, puisque je te vois, tu as une idée là-dessus? Moi, de toute façon, là où il faut… Un point qui est important pour moi, c'est le mode de pénétration du virus. Le virus, il va pénétrer par les yeux, les muqueuses comme le nez ou la bouche, mais il ne va pas aller pénétrer ailleurs. Donc, si on fait de la prothèse, oui, ok, mais si on a la visière, c'est toujours pareil. Si on retouche avec la visière et notre masque normal, il n'y a pas de raison qu'on ait de problème particulier. La visière, je pense que c'est la clé de tout ça. Parfait. Et qu'en est-il des écrans et claviers, Olivia? Je pense que tu as une réponse là-dessus. Oui, on pourra simplement protéger le clavier en mettant même juste un film cellophane dessus, ou alors il existe maintenant des claviers qui sont complètement désinfectables dans des espèces de silicone qui s'achètent aujourd'hui sur n'importe quel service en ligne où on peut acheter des claviers désinfectables. Alors, j'imagine que pour le traitement des empreintes, l'acide hypochloreux paraît aussi la solution la plus intéressante, mais en attendant que cela arrive en France, parce qu'aujourd'hui, on a trouvé une façon de désinfecter contre le Covid, on va dire, pour que ça soit le plus safe. Aujourd'hui, je pense que les produits qu'on utilise déjà pour désinfecter nos empreintes avant de les envoyer à nos prothésistes sont déjà bactéricides, virucides et fongicides. Et si on utilise les produits qui ont les bonnes normes, il n'y a pas de raison d'en changer avant de désinfecter nos empreintes. Je pense que vraiment, il y a plein de choses qu'on fait déjà au quotidien et qui n'ont pas besoin de changer et qui doivent juste continuer à être mis en pratique. Dans le sens inverse, les retours des prothèses des laboratoires, là j'ai entendu parler qu'il y a des laboratoires qui se penchent déjà sur le problème de la stérilisation des prothèses. Ils veulent stériliser. Est-ce qu'il faut faire ça ou c'est pas nécessaire? Je pense que de toute façon, quand on reçoit une prothèse dans les cabinets, on va forcément les désinfecter. Maintenant, c'est pareil. Est-ce que beaucoup d'entre nous, jusqu'alors, passaient leurs travaux prothétiques dans des autoclaves? J'en suis pas certaine. Mais voilà, donc je pense que, mais évidemment il faudra. C'est recommandé si possible. Voilà, complètement. J'ai une question à poser par rapport à ça. Est-ce que le fait de demander au laboratoire de délivrer le travail dans un produit antiseptique en partant du laboratoire, dans quelle mesure est-ce que ça a une efficacité? C'est juste une question. À mon avis, ça a la même efficacité que si tu le fais toi-même, sauf que là, tu es sûr que quand ça arrive chez toi, tu ne vas pas sortir avec les bactéries. Mais je pense que c'est sûr, c'est mieux, mais c'est un problème logistique après et de livraison. Donc, il nous reste toujours l'emballage de toute façon, parce que si la prothèse désinfectée à l'intérieur, on aura toujours l'emballage à désinfecter de toute façon. Donc, OK. Donc là, on va aborder le point d'organisation. Le temps nécessaire ou idéal entre deux patients, il vous paraît de combien? Jean-Pierre Bourlon, je ne t'ai pas entendu. Jean-Pierre, est-ce que toi qui commence à s'organiser? Oui, je n'ai pas chronométré encore parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'appliquer tout ce qu'on est en train de mettre en place. Je pense qu'il faut 10-15 minutes raisonnablement, puisque les produits… je crois que l'acide hypochloreux, il recommande 10 minutes, 15 minutes. Donc, si jamais, par exemple, sur un fauteuil, on met une housse, et je pense d'ailleurs que l'idéal, en tout cas, c'est ce que je vais adapter moi, c'est de mettre 2 housses, de façon à enlever la première housse sur laquelle le patient aura été, et remettre une nouvelle housse pour éventuellement ou décontaminer la première, ou la changer si elle a été souillée, par exemple. Oui, je pense que 10 minutes, c'est un minimum, je pense. En plus de ce que tu dis, je pense que les purificateurs d'air les plus puissants, ils ont une fonction qui permet de purifier l'air moyennement selon la taille de la salle entre 5 et 10 minutes. Donc, ça paraît une durée cohérente. Oui, avec les fonctions boost. Tout à fait. C'est ça. Très bien. Est-ce que c'est possible de travailler sans assistante? Je vais m'adresser à Patrick et Patrick. Votre avis d'un point de vue organisationnel, mais surtout aussi aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, en tant qu'expert? C'est une question très compliquée. Un grand nombre de praticiens travaillent sans assistante. Ils ne vont pas embaucher des assistantes qualifiées le lundi 11 mai.
c'est clair que la solution de bonne pratique, c'est de travailler avec une assistante. Faire de la chirurgie ou de l'implantologie sans assistante, ce n'est pas dans les bonnes pratiques. Maintenant, les patients qui sont sans assistante, il faudra qu'ils assument tous les rôles, à savoir l'accueil, la désinfection, le soin, débarrasser les plateaux. D'où un temps nécessaire entre deux patients plus important. Moi, je pense que ça va prendre beaucoup de temps et que ça va réduire le nombre de patients à traiter. Mais bon, après, ça engage la responsabilité de chacun. Chaque praticien a sa propre responsabilité et son éthique. Très bien. Le budget moyen par patient, à votre avis, il est de combien si on doit pousser vers une création d'actes? Alors, on avait fait un petit calcul avec notre groupe de travail. Il faut compter à peu près un surcoût par patient de 25 € et de 10 € pour l'assistante, soit un surcoût total de 35 €. Donc, ça comprend, Patrick, ça comprend quoi? Ça comprend que le matériel ou le temps? Non, le matériel uniquement, le matériel supplémentaire. Donc, le temps étant de l'argent, bien évidemment, ça vient se surajouter là-dessus. Donc, effectivement, on voit très bien que si on voit un patient pour faire une consultation à 23 € ou un composite occlusal à 11 € et des brouettes, ça va poser un problème à l'arrivée. Ça, c'est clair, économique. Et aujourd'hui, c'est en train d'être étudié, ce type de cotation, Patrick? Alors, on n'a pas d'informations très précises, mais il semblerait que les syndicats dentaires sont en négociation pour essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité de prise en charge de ce surcoût. Mais on n'a pas d'informations réelles à donner là-dessus pour l'instant. Très bien. Alors là, c'est des questions qui viennent d'arriver, donc je n'ai pas eu le temps de les trier, donc je vais essayer de les prendre rapidement. Alors, auriez-vous des vidéos TV à nous donner pour diffuser en salle d'attente? Écoutez, pour toutes ces questions-là, vous pouvez envoyer à Biotech Dental, on verra ce qu'on pourrait vous recommander. Quelle doit être la température correcte? J'ai beaucoup de questions. En été, il peut faire chaud avec un thermomètre à laser, par exemple. Comment faire? Est-ce qu'on augmente un peu? On dit 37,5, c'est normal? Quelqu'un a une réponse? Non, c'est compliqué. Je peux répondre à ça éventuellement. Okay, alors, effectivement, la chaleur et l'humidité sont un bon terreau pour les germes. C'est pour cela qu'en général, les bons désinfectants sont des fongicides parce qu'ils s'attaquent à la flore fongique, c'est-à-dire les levures, moisissures et champignons. Et ce sont les plus difficiles à tuer. Un bon bactéricide généralement est un bon fongicide est généralement un bon bactéricide et virucide. Il faudrait diminuer, autant que possible, diminuer la température dans un environnement. Dans celui d'un bloc opératoire, on essaye de rester à pas plus que 22 degrés, plus ou moins 2. Très bien. Sachant que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la température. Super, merci pour cette précision. Alors, Patrick Missika et Patrick Simonet, pose d'implant sans problème? Moi, je dirais grande prudence dans la première mise en place de la reprise d'activité. En tout état de cause, pas de choses très compliquées, pas de greffe de sinus en tout cas. Rien n'est écrit, après chacun prend ses responsabilités, mais on va être dans un rythme de travail différent, on va être dans une période d'apprentissage. Maintenant, il est clair que les cabinets qui sont des cabinets d'implantologie ou de chirurgie exclusive mettent déjà en place des protocoles qui sont des protocoles d'asepsie extrêmement stricts et que la pose d'implant, par exemple, avec un moteur et une irrigation, ne fait pas d'aérosol. Donc, je ne vois pas de risque majeur à poser des implants. Voilà la réponse raisonnable que je peux apporter à cette question. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Juste du point de vue médico-légal, pour l'instant, on ne connaît pas la position de notre ordre pour savoir si on aura la possibilité d'exercer en totalité, d'exercer tous les actes.
Donc, il est bien évident que s'il y a une limitation des actes à effectuer, tel que nous le demande l'ordre, tous les actes qui seront faits en dehors de ceux préconisés par l'ordre seront considérés comme exercice illégal de la profession. Ce qui fait que si un jour vous avez un patient qui recherche votre responsabilité, que vous avez pratiqué un acte en dehors des clous tels qu'il a été édicté peut-être par notre Conseil de l'ordre, votre responsabilité sera engagée d'une part. Secondement, l'assurance, votre responsabilité civile professionnelle ne vous prendra pas en charge, donc ça veut dire que la réparation financière sera à votre poche. Juste une petite précision, et là les assurances en responsabilité civile ne sont pas d'accord. Je parlais ce matin avec un confrère qui est à la Médicale de France, qui est un des gros assureurs de la profession, qui disait même si vous exercez d'une façon entre guillemets idéale d'après les préconisations du Conseil national de l'ordre, eh bien vous serez assuré et on prendra la réparation en charge. Quand vous interrogez l'autre gros assureur qui est la MACSF, ils disent le contraire. Si vous exercez en dehors des clous tel qu'il est préconisé peut-être par le Conseil de l'ordre, à ce moment-là, nous ne vous suivrons pas. Alors, juste un mot complémentaire sur la limitation des actes. Nous plaidons actuellement pour qu'il n'y ait pas de limitation des actes parce que, par exemple, vous savez que pendant cette période, les médecins stomatologistes ont continué à exercer et ils font le même travail que certains d'entre nous. Donc, il y aurait une inégalité de traitement si le Conseil de l'ordre ou si le ministère décidait d'actes limités. Donc, on est très vigilant sur ce point, c'est à suivre. On va avoir des informations très rapidement. Dans les 8 jours, normalement, on devrait avoir les recommandations de l'ordre national. Très bien, merci Patrick. Olivia, un point qu'on a discuté aussi, entre deux patients, si on opte pour une surblouse, est-ce qu'on doit obligatoirement changer surblouse et masque? Et si on ne change pas en attendant d'avoir l'acide hypochloreux, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on disait, ça va dépendre déjà de quel type de surblouse on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser des surblouses jetables, auquel cas on va l'enlever pour chaque acte. Maintenant, si on a une surblouse textile, on a fait une consultation simplement avec le patient, il n'y a peut-être pas forcément besoin de l'enlever. Mais là encore, je pense que c'est faire preuve de bon sens et faire des choses qui soient logiques. On sait à quel moment on a eu un risque avec le patient. Si le patient a toussé, si le patient, évidemment, qu'on prendra les mesures nécessaires. Donc, généralement, si on utilise toutes les protections au possible, que ce soit l'aspi extra-oral ou la plaque, plus l'aspi, bien sûr, classique, normalement, on limite toutes ces aérosolisations et finalement, on limite le risque. Oui, à mon sens, Olivia a raison. Si on travaille avec une surblouse jetable, c'est pour la changer. Sinon, on travaille avec nos blouses normales et nos casaques. Donc, la définition logique, c'est si on met une surblouse, ce qui, je répète, n'est pas une obligation, c'est une option, il faut la changer entre chaque patient. Ok, très bien. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il faut quand même qu'on reste conscient de l'écologie. Et les surblouses, les surchaussures, ça commence à faire beaucoup, je pense, de déchets au bout d'un moment. Tout à fait. Bien sûr. Et après, je pense qu'il faut aussi, il faut pas oublier une chose, et c'est pour ça que quand on a tout ce débat sur les masques FFP2 ou non, finalement, c'est pas juste un masque ou juste une action qui va faire qu'on va être protégé, c'est l'ensemble de plein de petites choses qui vont faire qu'on pourra travailler de façon sereine et dans des conditions qui seront correctes pour pouvoir retravailler correctement. Très bien. Alors, j'ai une précision de Guillaume Drouet en direct qui me dit par message qu'actuellement, dans les services hospitaliers, en tout cas de la PHP, les praticiens conservent leur blouse sur au moins une demi-journée. Mais il faut aussi comprendre qu'ils sont en pénurie. Donc, bien sûr. Mais justement, c'est la question, Patrick, excuse-moi, je n'ai pas précisé, c'était le sens de la question. Si demain pénurie, et on sait qu'on risque d'y avoir, comment faire? C'est la difficulté. On revient à la solution qui était préconisée par Philippe Monsénégo, c'est-à-dire on a des blouses en tissu et on change éventuellement après. Et on lave. 8 ou 10 blouses. De toute façon, il faut bien comprendre qu'on ne va pas voir 25 patients par jour. Hein. C'est ça le message essentiel. Hein. L'ancien rythme n'existera plus. D'où aussi peut-être le regroupement d'actes, au lieu de voir des patients tous les 20 minutes, essayer de faire des séances longues si possible, j'imagine. Ça, c'est la base. Je pense que séance de 20 minutes, il faut oublier aussi. Très bien. On a parlé.
Excusez-moi, j'essaie de trouver les questions rapidement. Que pensez-vous des claviers laser qui permettent de transférer le clavier sur un plan de travail lisse? Bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça, Olivier en a parlé sans préciser que c'est exactement ça. Écoutez, c'était le gros des questions. Je pense que c'est déjà pas mal. On a répondu à un maximum des questions. J'ai beaucoup de questions sur où on peut trouver tel produit et tel produit. Biotech Dental a quelques produits. Il y a d'autres produits, il faut chercher ailleurs. Ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de votre conseiller commercial Biotech Dental. Si les produits existent chez Biotech, il vous indiquera. Sinon, il vous conseillera avec grand plaisir. On s'est donné cette mission aussi. Écoutez, pour résumer, je veux remercier tout le monde au nom de Biotech Dental d'avoir travaillé sur ce projet-là. Patrick, Olivia, je vous laisse la parole si vous voulez dire une petite conclusion. Et moi, je voulais remercier tous nos confrères qui nous ont suivis. Je voudrais rappeler l'essentiel, c'est que nous avons essayé de réfléchir et donner des conseils. Je répète encore, ce ne sont pas des recommandations. Il faut prendre en fonction de votre exercice les conseils que vous trouvez judicieux et il faut attendre, être un petit peu patient pour qu'on ait les informations et les recommandations du Conseil national de l'ordre qui restent quand même les recommandations officielles. Un grand merci à Olivia pour le travail fourni. C'est un énorme travail et j'espère que ça sera utile pour tous les confrères qui nous ont suivis pendant ce séminaire. Olivia, Timon. Moi, j'aimerais juste vous remercier tout le monde et remercier tous les participants à ce webinaire en espérant que ça pourra, comme certains l'ont écrit, redonner le courage à certains de retourner dans leur cabinet et de motiver tout le monde pour tous pouvoir travailler et offrir à nouveau des soins à tous nos patients qui nous manquent. Et merci à tous. Rester positif. Allez, merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.